Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et la revue de la presse, c'est ce matin des révélations qui sont faites par Galey Tzahal. Ce matin, donc, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, et le Premier ministre, Hamdallah, se sont rencontrés à Ramallah hier. C'est en tout cas ce qu'a révélé Galey Tzahal ce matin. Cette rencontre s'est tenue loin des caméras et des micros. Elle intervient alors que le Fatah devrait prendre les rênes dans la bande de Gaza dans exactement 2 jours, le 1er novembre. Et si cette rencontre a eu lieu avec le ministre des Finances, Moshe Kahlon, ce n'est pas un hasard, selon la radio militaire. En effet, les 2 hommes, Moshe Kahlon et le Premier ministre palestinien, ont discuté des différents programmes économiques qui pourraient être développés entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, alors que donc justement le Fatah devrait prendre donc la direction économique et administrative de la bande de Gaza dans exactement 2 jours. Cette rencontre intervient aussi alors que la Maison-Blanche a annoncé que le gendre du président américain Kushner a rencontré, lui, il y a quelques semaines, dans le plus grand des secrets aussi, des dirigeants saoudiens pour discuter du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. C'est ce qu'annonce aussi ce matin Galey Tzahal. Et puis, toujours dans le même domaine, le Israël Hayom nous apprend que 2 Palestiniens de Kabatia ont été mis en examen pour le meurtre de Reuven Schmerling avec préméditation et entrée illégale en Israël par un tribunal du district du centre d'Israël. Je rappelle que le corps de Reuven Schmerling avait été découvert par la police le 4 octobre dernier près de son entrepôt de charbon dans la zone industrielle de Kfar Kassem. Il avait été poignardé à plusieurs reprises. Avec donc la mise en examen des 2 terroristes, la Cour a levé l'embargo permettant la publication donc du dossier, y compris le nom des suspects qui sont donc publiés ce matin par la presse israélienne. La motivation des Palestiniens, nous explique ce matin le Israélien Hayom, et selon le Shin Bet, c'est la mort en 2015 d'un de leurs amis, un Palestinien qui avait été abattu alors qu'il tentait de poignarder des troupes israéliennes à un checkpoint en Samarie. L'enquête a aussi révélé que les 2 hommes n'avaient pas de permis de travail les autorisant à entrer en Israël, mais se sont néanmoins rendus à Kfar Kassem pour travailler dans l'entrepôt de Reuven Schmerling. Et puis toujours dans ce même domaine, des responsables des Nations Unies ont découvert un tunnel émanant d'une école dans la bande de Gaza, gérée par l'Agence internationale pour les réfugiés palestiniens. C'est ce qu'indique ce matin le site d'information Ynet. Depuis la découverte, il y a 2 semaines, l'UNRWA a fermé donc l'école et bouclé l'ouverture du tunnel. Toujours selon ce même article, l'existence d'un tunnel sous les locaux de l'UNRWA est inacceptable et place les enfants et les employés en grand danger, a dit donc l'agence dans un communiqué. L'UNRWA a aussi informé le général de division de l'armée israélienne, le général Yoav Mordechai, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires de cet incident dès sa découverte, et a porté plainte auprès des autorités palestiniennes dans la bande de Gaza pour la violation de la neutralité d'un local des Nations Unies, toujours selon le site d'information Ynet. De son côté, Dani Danon, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, a publié un communiqué pour manifester son indignation face à cette découverte. Nous ne pouvons pas accepter une situation dans laquelle les écoles de l'UNRWA sont utilisées comme des bases terroristes, a déclaré l'ambassadeur. Et la loi française fait toujours la une de la presse israélienne ce matin. Paralysie parlementaire pour le Yediot Aharonot. Hier, David Bitton, le chef de la coalition à la Knesset, a annulé tous les travaux de la commission des lois pour la 2e semaine consécutive, après donc l'opposition du Bayit Hayoudi de débattre de cette loi française, cette loi qui permettrait, si elle était adoptée
par la Knesset, l'immunité de toute procédure contre un Premier ministre en fonction. Cette loi devait être donc à l'ordre du jour de la commission, mais en raison de l'opposition de Ayelet Shaked du Abait Hayoudi, qui est aussi présidente de cette commission et aussi ministre de la Justice, ces débats ont tout simplement été annulés, ce qui provoque donc une certaine paralysie parlementaire. C'est aussi donc, comme je vous l'ai dit, le titre de Yediot Acharonot ce matin, mais c'est aussi le titre de Israël Hayom qui parle ce matin d'une certaine tension, une autre tension au sein du Likoud. En effet, l'entêtement de David Bédan nous mène tout droit à des élections, déclarent certains députés du Likoud sous le couvert de l'anonymat. C'est le titre ce matin de Israël Hayom. Et puis le Haaretz nous parle d'un autre projet qui devait être donc étudié et débattu par la commission des lois hier, le Chok Yerushalayim, mais qui donc n'a pas été. Mais ça arrange quelque part un peu le Premier ministre. En effet, c'est le nom de cette loi sur l'extension de la frontière municipale de Jérusalem pour inclure plusieurs implantations autour de la capitale. Il a été retiré donc de l'ordre du jour de cette commission qui ne s'est de toute manière pas réunie. Il a été retiré et cela arrange le Premier ministre. Ça évite une certaine opposition avec la Maison-Blanche. Et puis l'autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est la plainte déposée contre Madame Netanyahou. Une plainte déposée donc pour des maltraitances que Madame Netanyahou aurait infligées à une employée de la résidence du Premier ministre. Il s'agit d'une horrible conspiration visant à déstabiliser le Premier ministre, a déclaré un député Likoud. Hier, les médias israéliens ont aussi révélé l'existence d'un SMS, dans lequel une des témoins principales de cette affaire est le chargé de relations publiques de la plaignante. Dans ce SMS, il propose tout simplement à cette femme de devenir son adjointe au sein du bureau de relations publiques. La vérité a éclaté au grand jour et démontre l'absurdité et les mensonges de cette fausse plainte, a déclaré hier le Premier ministre dans un communiqué. Et le Haaretz revient ce matin sur la manifestation qui a eu lieu hier à Jérusalem. Plus de 2000 habitants des implantations de Judée et Samarie ont manifesté hier devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Ils réclament une intervention du Premier ministre pour obtenir des budgets qui renforceront la sécurité des habitants sur les routes de ces régions. Ils veulent la construction de routes et un renforcement des installations cellulaires pour permettre de meilleures communications téléphoniques. La semaine dernière, une commission avait voté une enveloppe de 800 millions de shekels en faveur de ces sujets, mais les habitants qui ont l'habitude des promesses qui ne sont pas tenues exigent que cette somme soit inscrite dans le budget de l'État pour l'année 2018. C'est la manière d'assurer la réalisation de ces travaux, ont déclaré les habitants hier au cours de cette manifestation. Les habitants des implantations n'ont pas manifesté contre Binyamin Netanyahou, mais pour leur sécurité. C'est ce qu'a déclaré ce matin le vice-ministre de la Défense, Eli Ben-Dayan, sur Galey Tzahal. Et puis nous terminons cette revue de la presse avec la délégation de judo qui est revenue en Israël après sa brillante démonstration à Abu Dhabi. Les judokas israéliens sont revenus avec 5 médailles de ce grand chelem de judo, en particulier avec une médaille d'or pour Tal Flicker dans la catégorie des moins de 70 kilos. Nous avons montré au monde entier ce que nous valons, a déclaré Tal Flicker, et les athlètes israéliens ont spontanément entonné la Tikva en arrivant hier à l'aéroport Ben Gurion. Je vous rappelle qu'il n'avait pas eu le droit à la Tikva Tal Flicker lors de sa remise de médaille, sa médaille d'or, donc, puisque les autorités d'Abu Dhabi avaient interdit donc, la diffusion de la Tikva et que le drapeau israélien soit levé lors de cette remise de médailles. Les judokas israéliens chantant l'hymne israélien, c'est la photo du jour que l'on retrouve ce matin dans la presse israélienne. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.